Et nos experts en plateau ce matin, Stéphane Van Nuffeld, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Laurent Vronsky, directeur général d'Airvorst, un groupe spécialisé dans l'ingénierie de l'air comprimé, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité directeur de la Fondation Croissance Responsable. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous rejoindra dans un instant notre troisième expert, Dany Lang, qui est coincé actuellement dans les bouchons. Il viendra nous dire tout le mal de... Voilà, la chaise vide à l'antenne. Il viendra nous expliquer tout le mal qu'il pense de la municipalité parisienne et de sa gestion de la circulation. On commence tout d'abord avec un rituel. Rendez-vous incontournable de cette fin d'année qu'on va écouter avec gourmandise, la lettre au Père Noël de Laurent Vronsky. Laurent, qu'est-ce que vous réclamez cette année dans la hotte du Père Noël ? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais on vit une période un petit peu particulière puisque bientôt nous allons rentrer dans une période électorale. Enfin, on est déjà en campagne, mais bien l'an prochain, on va lire un nouveau président. Donc je me suis dit que j'allais poser quelques questions donc au Père Noël. Cher Père Noël, quel contraste par rapport à l'année dernière où ta fabrique de cadeaux tournait au ralenti et où tu te demandais comment tu allais occuper tes lutins et tes rennes. Cette année, ta fabrique tourne à plein régime, à tel point que tu ne sais plus où donner de la tête et que tu cherches désespérément des rennes pour accroître le nombre de traîneaux en circulation. Vu les difficultés que tu as à en trouver, nous devons sûrement être au plein emploi, même si celui-ci est généralement atteint avec moins de 5% de chômeurs, alors que notre pays en compte toujours 8,1%. Il en est de même pour le papier d'emballage, les rubans et certains composants qui servent à la fabrication de tes cadeaux, à tel point que certains cadeaux ne seront sans doute pas distribués à Noël, mais à Pâques. Il faut dire que de plus en plus de composants, voire de cadeaux complets, proviennent de contrées lointaines, ce qui rend parfois difficile l'acheminement de ceux-ci, voire leur allocation en période de forte demande comme celle que nous vivons actuellement. Surtout quand les fabriques de cadeaux du monde entier se battent pour obtenir les quantités nécessaires à leur production. Peut-être devrais-tu rapatrier dans notre pays une partie de la production essentielle à la fabrication de tes cadeaux. Tu pourrais ainsi créer de multiples emplois et réduire notre dépendance vis-à-vis de partenaires économiques pas toujours fair-play et désireux d'asseoir leur propre souveraineté. Par contre, pour favoriser ce rapatriement, il ne suffit pas de faire des incantations, mais de continuer les efforts pour rendre notre pays plus attractif afin d'inciter le plus d'entreprises à s'y créer. Il faut non seulement simplifier la vie administrative, mais également poursuivre la réduction des impôts de production de cadeaux et la baisse des charges qui pèsent sur le coût du travail de tes lutins et de tes rennes. Il serait bon d'ailleurs de poursuivre la baisse des impôts pour l'ensemble de la population, afin qu'elle ne soit pas obligée d'attendre Noël pour s'acheter des cadeaux, mais qu'elle puisse le faire toute l'année. Ta fabrique et ses sous-traitants ne s'en porteraient que mieux et pourraient produire 12 mois sur 12, créant par là même de nombreux emplois. Par contre, pour réduire les impôts de tous, il va falloir nécessairement réduire le train de vie de l'État qui atteint aujourd'hui des sommets. Cela tombe bien, car justement, nous allons devoir élire un nouveau président. Il serait bien qu'il arrête de te faire concurrence, comme tant d'autres l'ont fait avant lui, en croyant qu'il est possible de continuer à faire de plus en plus de cadeaux, sans se soucier du risque pour notre pays et du fardeau qu'il lègue aux générations futures. Aussi, Père Noël, je te demande d'offrir le cadeau suivant à notre futur président. Le courage de mener à bien les réformes structurelles dont notre pays a besoin afin de le rendre plus agile, plus attractif, moins coûteux, plus efficace et plus incitatif, car comme tu le sais, les impôts et les lois inutiles nuisent à ceux et celles qui sont nécessaires. Pas grand-chose, nous disait Laurent Vronsky. On va quand même résumer. Manque de rennes, donc les problèmes de recrutement. Manque de papier d'emballage, donc les pénuries de matières premières. Retrouver notre souveraineté, c'est un vaste débat. On aurait besoin, je pense, de beaucoup plus d'une heure pour en parler. Baisse des charges, des impôts de production. Qu'est-ce qu'on fait ? On poursuit les incantations ou est-ce qu'on va à Lourdes pour la baisse des charges ? Ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis le cinquième et dernier point, c'est la réduction de la dépense publique. D'abord, une réaction, celle de Stéphane Van Nuffeld. C'est un programme presque quelque part qui est demandé. Une réaction, ce qui est fou, c'est que je connais bien Laurent, puis je suis sa lettre au Père Noël. Évidemment, il a une très jolie plume et il essaye d'y mettre toujours cette pointe de sourire, mais année après année, on retrouve quand même des éléments récurrents et on se dit que finalement, on a beau demander, on a beau espérer du Père Noël un joli cadeau, pour l'instant, ça reste le Père Noël. Alors on verra si le futur président de la République ou la future présidente de la République aura finalement une jolie barbe et une tenue rouge pour aller dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que ça restera encore un vœu pieux, en tout cas pour certains sujets qu'a abordé mon camarade Laurent.
Une autre barbe vient de rentrer en plateau. Dany Lang, enseignant, chercheur en économie à Paris, à Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes atterrés et du Manifeste pour l'industrie. Première question, Bonjour. comment ça circule ce matin à Paris? Écoutez, je pense que mon arrivée tardive est la réponse. Je suis assez surpris juste avant les vacances de Noël. Oui. Voilà. Donc, vous voulez que je fasse la météo, le point circulation? Non, on va parler de la lettre au Père Noël de Laurent Vronsky. Alors vous avez loupé la lecture de la lettre. Dommage. Laurent évoque les problèmes de recrutement, les pénuries de matières premières, le besoin de retrouver notre souveraineté industrielle, la baisse des impôts, des charges et la réduction de la dépense publique, c'est-à-dire la baisse du train de vie de l'État. Alors, C'est un vrai programme présidentiel. oui, écoutez, il y a des choses qui ne me déplaisent pas, il y a des choses avec lesquelles nous serons sans surprise en désaccord. Et en particulier, je vous rappelle que ce qu'on appelle les charges ne sont pas des charges locatives, mais des cotisations, c'est-à-dire une partie socialisée du revenu qui permettent de payer les retraites, qui ont bien besoin d'être revalorisées en ce moment, qui permettent de payer la santé, la sécurité sociale et ce genre de choses. Et d'ailleurs, je viens d'Alsace, d'où est originaire non pas le Père Noël, mais la tradition du sapin, et où on paye un peu plus de cotisations sociales et la Sécu rembourse beaucoup mieux. Donc, et ça marche très bien puisque le régime est excédentaire. Bon. On peut peut-être aussi réduire quand même certaines dépenses de l'État. Pourquoi réduire absolument les dépenses de l'État? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui opposent la dépense publique et la dépense privée. La dépense publique, surtout en bas du cycle, permet de stimuler l'emploi et de stimuler le PIB. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens qui veulent sans cesse opposer le public ou le privé et le public, je ne vois pas très bien. Il y a une vraie complémentarité entre les deux. Il y a quelque chose qui s'appelle le multiplicateur des dépenses publiques, qui est élevé quand on est en bas du cycle, c'est-à-dire quand l'État met 1 euro sur la table, vous avez 1,2, 1,3 euros de richesse qui est créée. Il y a des choses que le public ne sait pas faire. Je ne confierai jamais la gestion des tomates ou de certains produits industriels au public. Le privé est nul et cher quand il s'agit de la santé ou de l'éducation, quand même. Il n'est pas très bon, hein, quand on voit le coût du système de santé américain qui est entièrement privé, c'est très cher et c'est pas efficace. On passe beaucoup plus d'argent dans des avocats pour pas payer les malades que dans les patients. Donc voilà. Par contre, sur effectivement les goulets d'étranglement dans les chaînes globales de valeur, je ne sais plus quels étaient les premiers éléments de la lettre au Père Noël. Il y avait effectivement le manque de rennes, donc les problèmes de recrutement, et le manque de papier d'emballage pour les cadeaux, donc les pénuries de matières premières. Oui, les problèmes de recrutement sont aussi liés dans certains secteurs au problème de la faiblesse des salaires par rapport aux exigences de certains travaux. Faut quand même se rappeler que on n'a pas les emplois vacants, d'après les chiffres du ministère du Travail lui-même, sont pourvus à 97% dans l'année. Donc il y a des problèmes, ça prend du temps de recruter, ça prend peut-être trop longtemps, mais même à l'ère d'Internet, mais 97% des emplois qui sont publiés sont pourvus dans l'année. Donc effectivement, avec la fin du Covid, on a eu une espèce de goulet d'étranglement des recrutements. On a toujours un temps d'ajustement. On ne trouve pas forcément des gens qui sont dans vos compétences. Il y a certains secteurs qui sont en tension, et particulièrement des secteurs de personnes qualifiées. Bon, quand vous avez 97% des emplois vacants qui sont pourvus dans l'année, c'est quand même pas non plus déshonorable. Vous êtes d'accord, Laurent? Il faudrait juste remonter les salaires pour résoudre le problème du recrutement? Écoutez, si c'était aussi simple, je crois que beaucoup d'entreprises l'auront fait. D'ailleurs, vous savez, je veux dire, si un jour je change de pays, écoutez, je crois que j'irai dans le pays de la théorie. Parce que dans le pays de la théorie, tout est parfait, tout marche très bien. Bon. Je pense que la question n'est pas d'opposer la dépense publique à la dépense privée. Je veux dire que la France est l'un des pays les plus imposés au monde. Donc on devrait avoir l'État régalien le plus performant au monde. Donc moi, je laisse seul juge les utilisateurs du système régalien. Est-ce qu'on a le meilleur système de santé? Est-ce qu'on a le meilleur système éducatif? Est-ce qu'on a le meilleur système de sécurité? Enfin, je veux dire, tout ce qui concerne la vie des gens au quotidien. Et je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, se rendent compte. C'est d'ailleurs ce qui alimente
quelque part les extrémismes politiques, se rendent compte que, je dirais, l'État cafouille et qu'il y a vraiment certains endroits où ça marche pas bien. Donc, la réponse, qui est un petit peu la réponse dogmatique, c'est oui, mais encore plus de dépenses, et encore plus de dépenses, et encore plus de dépenses. Et clairement, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Bon, donc ça veut dire qu'il faut changer le logiciel et qu'il faut regarder les choses comme dire toutes les entreprises l'ont fait depuis 30 ans, où on a tous fait notre révolution copernicienne. Je veux dire, le digital, le télétravail, c'est les révolutions coperniciennes les plus récentes. Mais je ne parle pas du management, je ne parle pas de tout ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, de dire la solution, c'est d'avoir de plus en plus de dépenses publiques sans se soucier des conséquences, parce que, voyez-vous, le problème avec la dépense, c'est que c'est comme les conneries. On finit toujours par les payer un jour. Bon, donc de croire qu'on va inlassablement alourdir la dette et que c'est pas grave, le monde entier va nous l'acheter. Je vais juste, je dirais, rappeler une petite chose. En ce moment, les taux d'intérêt sont quand même en train de remonter. Il y a des craintes très sérieuses sur la persistance de l'inflation. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on dit que l'inflation est temporaire et ça fait 6 mois qu'elle s'installe. Si l'inflation remonte, eh bien, ça veut dire que nécessairement les taux vont remonter. Les États remboursent les dettes avec des intérêts. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour comprendre que, effectivement, si on a une remontée des taux importante et un niveau de dette substantiel, eh bien le casino risque de sauter. On va écouter la parole de l'investisseur. J'allais vous dire, j'allais essayer de rester sur le spectre simplement de l'investissement et de la connaissance que j'ai des Français lorsqu'ils me parlent d'argent et d'épargne. Mais finalement, on ne peut pas, en écoutant mes deux débatteurs, co-débatteurs, se poser quand même cette question. On voit quand même que régulièrement, là on est en pleine période électorale qui démarre, donc en fait on voit que les Français sont quand même pas mal attirés, en tout cas une certaine catégorie de Français, sont pas mal attirés par les extrêmes. J'avais donné un exemple sur ce plateau il y a quelques années. Je discutais que mon assistante et un de mes collaborateurs à la machine à café, et ils me posent une question par rapport à leur bulletin de salaire et aux différentes strates de charges sur le bulletin de salaire. Et je me rends compte que mon assistante se rend compte pour la première fois, mon cher Stéphane, que finalement pour je reprends l'exemple de mon voisin elle net sur son compte en banque, grosso modo, je vous la fais simple pour faire très simple, c'est 2 qui sort finalement de l'entreprise que j'ai créée moi avec mes petits moyens. Et en fait je lui explique que finalement la plus grande des perdantes selon moi, d'abord moi évidemment c'est quelque chose parce que je suis un méchant patron, donc évidemment les charges je dors en espérant baisser les charges, je lui dis que finalement c'est finalement les salariés, voire même ceux qui sont les moins bien lotis, qui souffrent le plus de ces strates de charges, parce qu'au final, moi, ça ne me poserait pas de problème à coût égal de lui en donner un peu plus à elle, puisque comme je suis libéral et que je laisse à l'acteur économique la responsabilité, je lui laisserai à elle la responsabilité d'aller faire ses dépenses, son assurance, sa protection. Beaucoup moins bien que ce qui est fait aujourd'hui, d'après mon voisin évidemment. Mais je vous raconte ça parce que d'un point de vue optimisme ou pessimisme, ça dépend comment on entend mon propos. On comprend aussi pourquoi parfois les Français, de temps en temps, régulièrement, malheureusement, de plus en plus régulièrement, se tournent vers des gens, alors soit poujadistes, soit complètement extrémistes de l'autre côté, qui vont leur dire en fait, qui vont soulever tous ces problèmes-là. Ce que dit Laurent est très juste. Prenons le coup de la dépense publique et on réglerait le grand débat privé et public auprès des Français, et je parle des Français, tous les Français, quel que soit leur CSP, si la seule solution, comme ça a été le cas pendant des années, pour donner plus de dépenses publiques serait plus d'impôts. Et on verrait le résultat au mois d'avril et au mois de mai des élections présidentielles, je vous le donne en mille, c'est celui qui proposerait le moins de hausse d'impôts qui finalement serait élu. Là, on a une petite situation qui accompagne beaucoup et qui aide beaucoup des gens qui défendent à tout va la défense publique, c'est qu'on s'endette et on financiarise cette dette qui ne coûte pas cher depuis un certain nombre d'années. Et c'est là que c'est très drôle, je finis là-dessus, pardonnez-moi, c'est que les gens qui étaient à l'époque les défenseurs d'une espèce d'orthodoxie financière et qui étaient contre les méchants financiers comme nous, qui voulaient faire des quantitative easing, injecter des liquidités au travers du financement, sont les gens qui aujourd'hui nous disent « mais continuons à dépenser, c'est la banque qui prête ». Donc il y a une espèce de complète ambivalence, et ceux qui sont devenus les faucons de la protection contre la dette sont ceux qui voulaient faire de l'investissement. On revient toujours à la même chose. Quelle est la différence entre un coût et un investissement ? Et bien évidemment, quand on fait de la dépense publique, ça ne peut être qu'un coût, mais il faut quand même garder un œil pragmatique sur ce qu'on fait avec cet argent. Et il y a un moment donné où la France prouve quand même qu'elle ne dépense pas forcément toujours bien. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais les marchés financiers sont probablement ceux qui ont le plus profité des largesses des banques centrales. Je ne suis pas d'accord avec vous, Stéphane. Ceux qui ont profité le plus des largesses des banques centrales sont les États, en particulier d'une zone monétaire multiple, où parce que vous aviez 2-3 gros leaders, dont la France avec l'Allemagne, qui étaient bien notés, permettaient à d'autres États
de faire d'emprunter et de continuer à maintenir un niveau de vie qui n'était pas le leur. La France commence à être dans ce cas-là. Nous avons un trésor qui dépose Stéphane, je suis très sérieux. Bien sûr que les marchés financiers... La Bourse de Paris a gagné un peu plus de 26 ou 27% depuis le début de l'année. Mais elle est à 7000 points et on me dit c'est un record historique, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Mais donnez-moi, regardez l'inflation, regardez le coût d'un euro entre 2000 et 2020. Heureusement que la bourse... Vous êtes de mauvaise foi, Stéphane. Vous êtes venu souvent sur ce plateau dans d'autres émissions où on parlait de la complaisance des marchés financiers par rapport à la situation de l'économie réelle. C'est pas votre question. Je n'ai pas répondu à la question. Est-ce qu'ils n'en ont pas profité? Je vous dis que c'est pas ceux qui en ont profité le plus. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui, et puis il y a aussi les ménages aisés avec la hausse de l'immobilier qui en ont largement bénéficié. Ceci dit, moi, je suis partisan de ces politiques accommodantes et j'ai toujours été partisan des politiques accommodantes et je n'accepte pas qu'on me traite de dogmatique, théorique, etc. Une fois de plus, ce qu'il y a derrière ces discours, c'est que le privé crée de la richesse et le public pompe de la richesse. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le public crée de la richesse au même titre que le privé. Et d'ailleurs, même comptablement, ne sachant pas évaluer la production d'un fonctionnaire, on évalue sa production à son salaire. Donc, comptablement, dans le PIB, ça s'additionne, ça ne se retranche pas. Il faut arrêter de faire comme si c'était... Puis vous disiez tout à l'heure qu'on est l'un des États les plus imposés au monde. Moi, je prends les données de l'OCDE, on est au milieu à peu près. D'accord ? On est au milieu à peu près. Il y a des pays qui sont beaucoup plus imposés que nous. Et ça dépend sur quoi. En 2007, j'étais en Irlande, j'étais dans une tranche à 42%. Je ne serai jamais en France dans une tranche à 42% d'impôts directs sur mon revenu. J'avais une TVA qui était plus élevée. J'avais des taxes sur l'essence qui étaient plus élevées. J'ai taxes. On taxait les ménages pour ne pas taxer les entreprises. Donc il ne faut pas faire comme si la dépense publique, c'était derrière nécessairement des impôts, puisqu'il ne faut pas oublier qu'1 euro dépensé par l'État permet de générer plus d'1 euro, surtout quand on est en bas dans le cycle. Quand on est en haut dans le cycle, alors là, peut-être que je partagerai votre discours. Si demain on revient au plein emploi, le multiplicateur, donc l'effet de la dépense publique sur le PIB sera plus faible et ce sera vraiment pas le moment. À ce moment-là, ce sera le moment de rembourser la dette. Mais il faut pas. Moi, je n'aime pas le dogmatisme et je n'aime pas opposer le privé au public. Je trouve que c'est un discours extrêmement commun qu'on trouve aussi à gauche, dans la gauche radicale, en disant le public c'est bien, le privé c'est mal. Je n'aime pas cette opposition qui me semble assez stérile. Mais le chiffre de Stéphane Dufay est vrai. Lorsqu'une entreprise dépense 2 euros, en bout de chaîne, le salarié, lui, ne perçoit qu'un seul euro. C'est quand même un niveau de prélèvement très élevé. C'est pas faux, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger les impôts sur le revenu. Et on n'est quand même pas les champions de l'impôt sur le revenu en France, d'accord ? Il y a d'autres pays où il est beaucoup plus élevé. Par contre, on est les champions des impôts indirects qui pèsent le plus lourd sur les ménages les plus faibles. Les smicards, ils sont à 60-70% d'impôts indirects sur leurs revenus. Et parmi les impôts... mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des cotisations sociales qui permettent à ces gens d'avoir la sécurité sociale. Mais on ne mélange pas les deux. Parmi les impôts qu'évoquait tout à l'heure Laurent Vronsky, il y a les impôts de production. Certains sont indexés sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on paye des impôts non pas sur un bénéfice, mais sur un chiffre d'affaires. Sur la valeur ajoutée, précisément. Oui. Sur la valeur ajoutée. Mais je voudrais revenir. Vous voyez, ce qui est intéressant dans notre débat ce matin, c'est que vous avez d'un côté une vision qui est très macro, donc on parle d'euros, et moi je ne parle pas d'euros, je parle d'efficacité. C'est-à-dire que je laisse seul juge les contribuables, et on est tous des contribuables, enfin presque tous, de penser si oui ou non le niveau de leur imposition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, correspond au niveau d'efficacité qu'ils sont en droit d'attendre. Est-ce qu'ils pensent que depuis 20 ans, est-ce que la qualité des services publics, par exemple, est-ce que la dépense publique est un bon investissement ? Et ça, c'est la question qui m'intéresse. Si la réponse collective, on est en démocratie, si la réponse collective c'est oui, moi j'ai pas de problème avec ça, sauf que ce que j'entends partout, à tous les échelons, parce que moi je rappelle que je suis à la tête d'une entreprise industrielle, donc d'un petit village gaulois, donc j'ai bac plus 25 et bac moins 25. Eh bien tout ce que j'entends, dégradation des transports, dégradation du réseau, dégradation de l'hôpital, dégradation de l'école, tout ça c'est les services régaliens. Problème de sécurité grandissant, etc. Donc moi je parle qualité, efficacité. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter avec le mantra de dire oui on va opposer le public au privé. Moi je n'oppose pas le public au privé. De toute façon, il n'y a pas le public sans le privé. Et il n'y a pas le privé sans le public. Donc comme ça, c'est réglé. Simplement, je dis que de continuer inlassablement
à dire que la solution aux problèmes sociétaux auxquels nous sommes confrontés, c'est de déverser de l'argent public, je dis que non, ça n'est pas la solution. Maintenant, sur les impôts de production, je répète qu'au panthéon des impôts parfaitement imbéciles, on a les impôts de production, qui sont la réincarnation de la taxe professionnelle. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez des entreprises qui, avant même de gagner un seul euro, payent de l'impôt. Est-ce qu'on trouve que ça, c'est normal? Est-ce qu'on trouve que c'est incitatif? Je veux dire que si la France était un paradis fiscal, comme parfois vous semblez le dire, mais tout le monde viendrait en France. Or, il y a énormément d'entreprises françaises qui sont allées en dehors de la France pour des raisons fiscales. On va marquer une pause. Juste après, on parlera de la taxation des multinationales. On parlera aussi du pass sanitaire en entreprise et on verra si le Covid, la 5e vague, peut peser sur la croissance. À tout de suite.